Et je reçois pour ce point d'actualité Christophe Dombu, analyste pharma biotech chez Porzampar. Bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Alors vous êtes à Nantes, là, confiné, c'est ça? Tout à fait, comme tout le monde, confiné à domicile. Alors, on va faire quand même avec vous ce point sur le secteur des biotech depuis un mois, oui, parce qu'il s'en passe des choses, hein, et notamment des hausses qui peuvent aller de 30 à plus de 100%, notamment sur des petites capitalisations qui ont été plutôt pénalisées ces dernières années, hein. Alors la liste elle est longue, je pense à des Lysogène, des Sensorion, des Génomic Vision, des Intégragène. Alors il y a Tout à parfois une fait. actu positive qui est liée ou pas au Covid-19 d'ailleurs. Oui. Et ma première question elle est simple, est-ce que vous voyez cette folie acheteuse, on peut vraiment parler de folie acheteuse en ce moment, être un petit peu durable? Et puis peut-être une deuxième question, la première question qui va faire appel à votre œil d'expert, est-ce que au-delà de l'engouement des investisseurs particuliers, il y a aussi peut-être un retour des investisseurs, petite capitalisation, small cap, vers ce secteur qu'ils avaient délaissé ces dernières années? Oui, effectivement, c'est un peu tout ça finalement. Quand on reprend un peu le contexte, il faut savoir que l'année 2020 était attendue comme une très grande année en fait sur la biotech. On attendait énormément de news flow sur des grosses valeurs, mais également sur des valeurs plus petites. Donc déjà hors contexte Covid, déjà on s'attendait à avoir une très bonne année 2019. Cela étant 2020. dit, oui. Une très bonne année 2020, Christophe. Pardon, oui, une Ouais. très bonne année 2020, tout à fait. Donc il faut déjà avoir ça en tête. Et ce qui se passe, c'est que on se rend compte que malgré l'impact que l'épidémie peut avoir sur la visibilité, sur la trésorerie, sur les cours de bourse, finalement c'est un impact qui n'a que très peu d'effet sur ce news flow là. Qu'on attendait, on a des décalages, bien sûr, on a quelques inquiétudes, mais finalement, les potentiels de création de valeur restent présents sur la biotech. Les fondamentaux ne sont pas attaqués par cette crise-là, en fait. Ce qui fait que c'est un secteur qui finalement réussit à plutôt bien résister par rapport au marché. On a une performance year to date qui est aux alentours de moins 2%, quand le marché est plutôt à moins 25, moins 30%. Donc c'est plutôt une bonne résistance sectorielle. Est-ce qu'on peut penser, allez, sautons le pas, que peut-être de façon un petit peu basique, peut-être même simpliste, allez, on se dit, tiens, il faut remettre de la santé dans les portefeuilles et pourquoi pas des biotech? Complètement, complètement. Donc déjà pour la raison de Newsflow, c'est-à-dire que on attend toujours de la création de valeur sur le secteur cette année. Donc ça reste toujours intéressant. Et puis il y a quelques éléments assez un peu conjoncturels, c'est-à-dire que finalement les biotech ne sont pas impactés par les révisions à la baisse des BPA comme on peut voir sur d'autres secteurs. Donc finalement on peut penser que le secteur sera moins impacté. Donc quand on prend de côté l'opportunité de création de valeur qu'on attend sur le secteur cette année, et finalement le risque de perte de valeur qui n'est pas plus fort qu'ailleurs et voire même peut être limité, effectivement, on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour les biotech. On le voit très bien, en fait, les volumes sont en pleine augmentation sur les small mid, mais beaucoup sur les biotech et les cours de bourse les réactions des bourses des titres sont au rendez-vous, tout à fait. Et alors justement, la première question que je vous posais, est-ce que au-delà des investisseurs qui connaissent ce secteur, qui l'apprécient, il y a aussi peut-être un retour en grâce auprès des investisseurs qui suivent plus généralement les small caps? Oui, tout à fait. Quand on observe les volumes, enfin sur les biotech, vous savez que c'était l'un des points faibles en fait du secteur, c'était le manque de Ouais. liquidité des titres. Très clairement, nous on observe que ces volumes sont en nette augmentation, c'est qui s'explique en grande partie par le retour d'investisseurs généralistes, mais également beaucoup de petits porteurs en fait d'investisseurs particuliers qui ont toujours été présents sur le secteur, mais le sont de plus en plus depuis le début de l'année. On le voit très bien. Donc oui, pour répondre à votre question. Alors, on l'a vu, hein, effectivement, il y a du news flow positif qui a porté certaines valeurs. Je pense par exemple à Terranexus ou à Osé. Et puis, on voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de déclarations, de communiqués de presse, ça se multiplie, de biotech qui s'engagent à leur tour dans la lutte contre le Covid-19. Je vais en citer quelques-unes. Il y a Medincell, il y a Pharnex, Valneva, Biofitis, Innate. Alors, des sociétés qui ont toutes des profils différents, qui sont a priori sur des technologies, on va dire, une science un peu différente, aucune spécialisée en infection pulmonaire. Est-ce qu'il y a là, et ce serait assez compréhensible, un effet d'aubaine ou une vraie opportunité, selon vous, pour certaines d'entre elles, de montrer finalement tout l'intérêt des candidats médicaments qu'elles développent?
Ouais. Alors c'est une excellente question. C'est vrai que le mot Covid, c'est un peu devenu le mot magique aujourd'hui pour les biotech. On voit, hein, les marchés réagissent en général très bien aux annonces de programmes dans le Covid-19. Ce qu'il faut pouvoir faire, c'est faire un peu le tri entre ces différents projets, parce que ces projets sont très différents jusqu'ici. On a des projets de diagnostic, on a des Mhm. projets de vaccins, comme dans le cas de Valneva, on a des projets de traitement. Ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, finalement, la plupart des projets qu'on voit passer ne concernent pas directement un traitement de la Mhm. maladie dans le sens de détruire le virus, mais on est plutôt sur la prise en charge globale des symptômes associés à la maladie. Donc, quand on prend ça en compte, effectivement, on peut penser qu'il y a de la place pour beaucoup d'acteurs. Je pense à des symptômes notamment, les tempêtes des cytokines dont on Oui, parle beaucoup dans les cas graves de Covid. Donc d'inflammation, là, oui. voilà, tout à fait. Donc Mm. là-dessus, il y a un mécanisme anti-inflammatoire, qui est possible pour beaucoup de médicaments. Et là, on peut très bien imaginer que certains programmes aujourd'hui annoncés peuvent être des programmes sérieux sur le long terme. Cela étant dit, on est quand même sur des projets qui sont encore très early stage. Mhm. Il faut avoir en tête que la plupart des médicaments qui sont aujourd'hui testés dans le Covid, ce sont des produits qui sont déjà enregistrés dans d'autres indications. Ces médicaments-là qui ont la priorité auprès des centres de recherche. Donc, pour les autres projets plus innovants, un peu différenciants, notamment des produits qui n'ont pas encore été testés chez l'homme, on peut penser que ça prendra un peu plus de temps pour arriver en clinique et donc pour arriver sur le marché. Et quand on chausse un petit peu, on est là aussi pour ça, nos lunettes d'investisseurs, comment ça peut concrètement s'exprimer à un moment, ces programmes? Est-ce que ce serait dans le cadre d'une alliance avec une big pharma? Est-ce qu'à un moment, il y aurait, je ne sais pas, des conditions exceptionnelles qui seraient mises en place par les pouvoirs publics? On pourrait penser à un consortium public-privé pour financer ces projets au-delà de l'effet d'annonce. Oui, au-delà de l'effet d'annonce, effectivement, il y a de réelles opportunités qui peuvent se créer en fait avec cette problématique de santé. Déjà, vous le voyez sans doute, en fait, il y a énormément d'incitations de pouvoirs publics, d'autorités réglementaires pour pouvoir accélérer, favoriser le développement de produits qui peuvent agir contre cette maladie-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, premièrement, il y a des opportunités, d'énormes opportunités de subventions publiques, voire même privées. Je rappelle qu'aux États-Unis, une société dans le vaccin a obtenu une subvention de 483 millions de dollars en fait pour développer un programme C'est dans pas le mal. Covid. Donc on peut quand même avoir des montants potentiellement conséquents, Ouais. mais au-delà de l'aspect financier, c'est que ce sont également des opportunités d'aller plus vite sur le marché, plus vite en développement clinique. On sait qu'on a des procédures qui sont simplifiées. Aujourd'hui, on sait qu'au niveau des agences réglementaires, tous les programmes étiquetés Covid sont jugés prioritaires. Ouais. Donc, ça va plus vite à traiter, ça peut aller plus vite en développement clinique. Donc, effectivement, au-delà des effets d'annonce, on peut avoir de vraies opportunités qui se créent sur ces projets Covid. Et quand je vous écoute, au final, étant donné la multiplicité, je pourrais dire, des impacts de ce virus, c'est pas surprenant que des biotech avec des profils aussi différents puissent s'y intéresser. Complètement, complètement. Aujourd'hui, quand on regarde les produits qui sont testés, on a vraiment toute une panoplie de mécanismes d'action. On a bien des antiviraux, bien sûr, mais on a des antiparasitaires, on a des anticorps monoclonaux. On a différents types d'approches aujourd'hui qui sont testés contre le Covid. Donc, il est tout à fait logique, voire même probable que dans le panel de biotech qu'on a aujourd'hui en France, il y ait là-dedans quelques sociétés qui ont des produits intéressants et pertinents qui peuvent apporter une vraie réponse dans la prise en charge de la maladie. Ouais. Alors, on l'a vu avec cette crise du Covid-19, Christophe, beaucoup de sociétés, de PME, eh ben oui, sont obligées de demander des prêts garantis par l'État. Ça, c'est quelque chose que les biotech connaissent bien, puisqu'elles, elles doivent se refinancer régulièrement. Est-ce qu'il y a d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de se poser la question, des dispositifs spécifiques aux sociétés d'innovation, notamment dans la santé, notamment pour les biotech? Euh, oui, des dispositifs spécifiques, il y en a, comme il y en a toujours eu. Ils ont été renforcés
un début d'année, effectivement. Il y a tout un tas de dispositifs, hein. Vous avez parlé justement du crédit impôt recherche. Oui. Ça, c'est un mécanisme qui est très bien connu des biotech, hein, parce que les biotech ne font, comme vous le savez, pas encore de chiffre d'affaires récurrent. Et donc se financent en partie assuré en partie grâce aux subventions de l'État. Le CIR, ça va être très important cette année parce qu'on sait que les opportunités d'appel au marché vont être réduites compte tenu du contexte de marché. En fait, faire une AK, pour parler simple, ça va être compliqué. Aujourd'hui, sachant que nous, on estime que 40 à 50% des biotech françaises sur la côte devront se financer dans les 12 prochains mois. Donc, on sait qu'il y aura besoin de se financer et donc le CIR, ça va être un peu une façon de se donner un certain niveau de confort, le temps de laisser passer l'orage. À côté de ça, il y a des opportunités à travers des consortiums de recherche qui peuvent être menés. Vous savez qu'une biotech cotée comme une autre, en fait, est tout à fait éligible pour ce type de financement. D'ailleurs, il y a énormément de consortiums auxquels participent les biotech cotées, des consortiums qui impliquent à la fois des organismes de recherche, d'autres biotech non cotées ou même des big pharma. Et compte tenu de leur expertise, on peut penser que beaucoup de biotech peuvent s'inscrire dans le cadre de certains consortiums et donc bénéficier de soutien permettant de mener des programmes dans le Covid. Bon, on voit les solutions existent. Dites-moi, Christophe, le calendrier, il a été complètement bouleversé avec cette épidémie. Qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on garde plutôt à notre calendrier de l'investisseur biotech pour cette année 2020 ? Le news flow reste conséquent, comme je l'ai dit. Finalement, ce qu'on constate, c'est que l'impact de l'épidémie s'est surtout concentré sur le lancement de nouvelles études. Aujourd'hui, on sait que le recrutement des patients est suspendu ou alors très retardé. Donc, tous les programmes qui sont finalement en phase de lancement vont être retardés. Mais pour les programmes qui sont déjà bien avancés, aujourd'hui, on sait que l'impact est minime. Ça veut donc dire que le news flow qu'on attend sur 2020 reste important. Je pense à GenFit notamment, qui doit quand même publier des résultats importants, donc des résultats de phase 3 dans la NASH d'ici la fin du mois de mai. Donc on est à quelques semaines de résultats majeurs qui, s'ils étaient positifs, pourraient, selon moi, réellement porter le secteur, vraiment apporter, ranimer l'intérêt qu'il y a pu y avoir sur les biotech il y a quelques années. Je pense à GenFit, je pense à DBV, qui pourrait quand même commercialiser cette année un médicament. Voilà. Tout à fait. Donc, il y a du news flow important, il y a des AMM qu'on attend, des résultats de phase 3. Il y a déjà eu du bon news flow cette année d'ailleurs, et je pense que ça pourrait continuer prochainement en fait. Il y a énormément de boîtes, de sociétés qui doivent communiquer, Nanobiotics, Valneva, Inet, à peu près toutes celles qu'on connaît et toutes les biotech les plus emblématiques de la place devraient franchir des jalons importants cette année. Donc le secteur restera toujours très attractif en 2020. Bon, alors pas mal de news flow. Quelles sont les sociétés, allez, peut-être une ou deux que vous suivez avec particulièrement d'attention en ce moment ? Alors, il y en a une qu'on aime bien en ce moment, c'est Valneva, pour différentes raisons. La première, c'est qu'elle est dans un domaine assez intéressant, c'est celui du vaccin. Vous savez que le vaccin est perçu comme l'une des réponses les plus pertinentes face à l'épidémie du Covid. Il y a là-dessus énormément d'opportunités réglementaires pour accélérer le développement de produits. Ils ont annoncé il y a quelque temps qu'ils se lançaient dans un programme vaccin contre le Covid, sachant que ce sont des programmes qui peuvent aller très vite, et avec des produits qui pourraient arriver sur le marché dans les 12, 24 mois ou 36 mois, par exemple. Donc, quand même des programmes qui vont très, très vite. Et aujourd'hui, ils se lancent dans ces champs thérapeutiques-là. Donc, là-dedans, moi, je pense qu'il peut y avoir de vraies opportunités. Mais même au-delà du programme Covid, en fait, Valneva a des programmes très avancés, dont un programme de vaccin dans la maladie de Lyme, pour lequel ils attendent des résultats intermédiaires de phase 2 cette année, à mi-2020, compte tenu des très bons résultats qu'il y a déjà eu en phase 1. Moi, je suis assez confiant et je pense qu'il y a de bonnes chances d'avoir également de bons résultats en phase 2. Ça veut dire que la société s'engage, en cas de résultats positifs, à signer un accord de licence, en tout cas un accord de partenariat dès cette année,
pour Oui. pouvoir commercialiser enfin, pour pouvoir faire une phase 3 dans la maladie de Lyme et puis arriver sur le marché. Donc, une opportunité Covid, un news flow clinique intéressant. Et au-delà de ça, d'un point de vue marché, on constate qu'il y a toujours, après une épidémie importante comme celle-là, en fait, une forte demande de vaccins Ah oui. de tout type. Et Valneva, vous le savez peut-être, a un positionnement assez particulier, c'est qu'ils sont dans le vaccin du voyageur. Oui. Donc, les vaccins qui sont vendus dans les pays les plus développés pour des personnes qui vont en voyage d'affaires ou personnel dans les pays en développement. Et donc, là-dessus aussi, je pense qu'il y a une opportunité qu'on sous-estime encore sur Valneva et qui pourrait vraiment se révéler d'ici 2021. Les gens vont se refaire vacciner plus qu'ils ne le font. Voilà, Ouais. tout à fait. Une dernière peut-être pour finir, Christophe? Voilà, et au-delà de ça, c'est une autre en fait, c'est Oser Immuno. Oui. Le news flow le plus important est déjà passé. C'était des résultats de phase 3 qui ont été positifs dans le cancer du poumon. Mais surtout, il faut préciser que c'est un positionnement de leur produit en fait qui s'appelle Tedopi, qui est assez unique, c'est qu'il est positionné en dernière ligne de traitement après des checkpoint inhibitors. Donc là où aucun produit ne marche, ils ont montré de très bons résultats. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit on s'arrête là, on ne fait pas la suite de l'autre phase 2, d'autres phase 3 qui avait été prévue, et on va directement rencontrer les autorités réglementaires pour discuter de la suite du développement. Et à côté de ça, on cherche un partenaire. Ça veut dire qu'il y a potentiellement dans les prochains mois de très fortes chances que cette société réussisse à trouver déjà un partenaire intéressé par ce produit-là. Et pourquoi pas, compte tenu des résultats qu'ils ont obtenus, en fait, avoir une autorisation commerciale conditionnelle de leur projet dans le cancer du poumon. Donc, ça veut dire un changement complet de dimension pour cette société-là. Oui. Ok. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce point d'actualité. Merci. Merci, Laurent. Tout de suite, maintenant, dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de retrouver pour l'interview du journal des biotech Sébastien Pelletier, président du directoire de Valbiotis, société biotech spécialisée en nutrition santé, introduite en 2017. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent. Alors, Sébastien, la communication la plus récente de Valbiotis, on va en parler pour commencer, ce sont les résultats 2019. Ce n'est pas forcément ce que les investisseurs regardent le plus pour une société de santé innovante comme la vôtre, mais on y trouve quand même des éléments importants, des éléments rassurants, j'ai envie de dire. Je pense notamment à votre trésorerie. On se souvient, il y avait eu une augmentation de capital de 7,2 millions d'euros en octobre dernier. On se retrouve donc avec une trésorerie d'un peu plus de 8 millions d'euros, sans compter, entre autres, l'encaissement d'un paiement initial de 5 millions de francs suisses de Nestlé Health Science fin avril. Ça vous permet d'envisager de traverser, on va dire sereinement, cette période compliquée du Covid-19 ? Alors oui, on a une position de trésorerie qui est très solide, très confortable, comme vous l'avez dit, suite d'une part à l'augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription qu'on avait effectué à la fin de l'année dernière, l'upfront de Nestlé de 5 millions de francs suisses versés. Et puis, on a aussi 1,6 million d'euros à recevoir entre le CUR et des subventions. Donc, on a une position de trésorerie extrêmement solide. On est affecté par le Covid-19 dans le sens où la société a dû mettre en place une organisation différente, comme tout le monde. Pour autant, on est dans une phase en fait où on peut accélérer pour plusieurs raisons. On a une trésorerie qui est solide. On a un premier partenariat solide aussi. On a une plateforme de recherche préclinique qui est située près de Clermont-Ferrand qui aujourd'hui n'est pas affectée, entre guillemets, puisqu'on n'est pas dépendant de nos partenaires académiques. D'où l'intérêt d'avoir internalisé cette plateforme de R&D qui était une des promesses d'ailleurs lors de l'introduction en bourse. Et puis ensuite, on doit débuter nos essais cliniques, notamment pour l'étude de phase 2-3 avec Nestlé cet été. Aujourd'hui, les lots cliniques ont été produits. Alors, c'est une coïncidence, on n'avait pas anticipé la production des lots par rapport au Covid-19, mais on avait anticipé par rapport à un début cet été. Donc, a priori, on devrait pouvoir commencer l'étude sans retard. Et au-delà de Totem 63, au-delà du partenariat avec Nestlé, on peut accélérer les autres lignes de développement. Et effectivement, on l'a annoncé en lançant des études de phase 2 dans l'hypercholestérolémie dans un premier temps, la pression artérielle et puis ensuite la stéatose hépatique. Bon, alors, vous l'avez dit, une activité
qui est au final pas trop impacté par le Covid-19. On va revenir sur ce partenariat avec Nestlé Health Science, partenariat crucial annoncé en début d'année avant toute cette histoire de Covid-19 sur Totum 63, qui va courir jusqu'à l'obtention des allégations de santé auprès des autorités américaines et européennes. Totum 63, je le rappelle, c'est votre produit le plus avancé qui permet de réduire le risque de développer un diabète de type 2. Vous nous avez déjà, chez les prédiabétiques, vous nous avez déjà donné une amorce de calendrier. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus? Alors, début des études très bientôt, et ça va courir à peu près sur combien de temps? Oui, donc on va lancer une étude de phase 2-3 qui est appelée Reversite. Donc, c'est une étude qui va inclure 600 sujets prédiabétiques et diabétiques de type 2 précoce et non traités, puisqu'on va élargir la population cible. Cet essai clinique devrait débuter mi-2020, donc on parle de cet été, pour des résultats qui sont attendus au premier semestre 2022 et avec des moyens conséquents qui ont été mis en œuvre, puisqu'on va ouvrir près de 30 centres d'investigation clinique à l'international. C'est un très bel essai clinique qui a été co-designé entre les équipes de Valbiotis et les équipes de Nestlé Health Science et effectivement intégralement financé par notre partenaire. Bon, alors on le voit, un calendrier qui va courir jusqu'en 2022, ce qui me donne envie de vous poser la question suivante. Quels sont les prochains milestones au final qui sont attendus pour Valbiotis? On se souvient qu'en 2019, vous nous aviez dit qu'il pouvait potentiellement y avoir déjà du chiffre d'affaires autour de ce produit avec juste les essais, les premiers essais, les premiers résultats des essais. Là, si vous courez avec Nestlé jusqu'en 2022, est-ce qu'il ne va pas finalement y avoir un décalage dans le fait de générer ce chiffre d'affaires avec Totum 63? Non, alors déjà, on a généré un premier chiffre d'affaires, entre guillemets, puisqu'il y a le versement de l'upfront de 5 millions de francs suisses qui a été versé. Ouais. Ensuite, on est éligible à jusqu'à 66 millions de francs suisses qui sont divisés finalement en deux catégories. Une partie liée à des franchissements de paliers de chiffre d'affaires par Nestlé Health Science sur la vente de Totum 63 et une autre partie qui est liée au développement de Totum 63, notamment le développement clinique. Donc une partie est bien évidemment lié au fait que ça puisse nous permettre de payer l'étude, mais on a aussi le développement de Totum 63, le développement clinique, et là on a des milestones typiques de ce qu'on peut retrouver dans l'industrie pharmaceutique, qui fait que si le développement de Totum 63 se déroule correctement, on aura effectivement des rentrées avant 2022. Et puis ensuite, il y a un point qui est très important à rappeler, c'est que Nestlé Health Science peut commercialiser Totum 63 avant l'allégation santé. Ça, c'est quelque chose dont vous discutez potentiellement? C'est une possibilité. Ouais. On a aujourd'hui un package de données précliniques et cliniques très fourni, très bonne, voilà, notamment pour communiquer envers les professionnels de santé. Et puis, j'ai envie de rajouter aussi un élément, même si on va chercher une allégation en Europe, aux États-Unis et au Canada, on parle bien d'un deal global avec effectivement un engagement de commercialisation de Nestlé Health Science en Europe, en Amérique du Nord, bien évidemment, mais globalement, c'est un accord global. Bon, j'ai une question boule de cristal pour vous, Sébastien Pelletier. À quelle date puis-je espérer trouver Totum 63 dans les rayons d'une pharmacie, parapharmacie? C'est une très bonne question, Laurent. Donc, vous devriez le trouver avant l'obtention de l'allégation santé. Après, effectivement, vous pouvez le trouver en pharmacie, parapharmacie, magasin équivalent et puis aussi vente en ligne. Et on verra la stratégie commerciale, à la fois la date de lancement, mais aussi les canaux utilisés par Nestlé Health Science en fonction des territoires aussi. Oui. On peut avoir des canaux différents en fonction des territoires. Alors, on a beaucoup parlé de Totum 63, c'est normal, c'est l'actualité, mais il n'y a pas que ça dans le pipeline de Valbiotis. Vous avez aussi communiqué assez récemment sur le sujet. On avait un programme sacrément ambitieux pour 2020, on peut le dire. Lancement d'une étude de phase 2 au 3e trimestre avec Totum 070 sur la réduction du LDL cholestérol. Lancement d'une étude clinique de phase 2 au 4e trimestre avec Totum 854 sur la réduction de la pression artérielle. Là aussi, on en a parlé, vous nous aviez dit que vous n'étiez pas trop impacté par la crise du Covid-19. Il en va de même pour ces deux essais?
Alors effectivement, on n'est pas trop impacté dans le sens aujourd'hui, on n'a pas d'essais cliniques en cours. On est en capacité de demander des autorisations auprès des autorités. Les autorités accélèrent le processus pour les études cliniques qui sont en lien avec le Covid. Pour les autres études cliniques aujourd'hui, le temps n'est pas affecté. On a décidé effectivement également de donner un chemin stratégique très clair à nos actionnaires, aux potentiels futurs actionnaires 2020, 2021, 2022, pour montrer que la société accélère avec Totem 63 et notre partenaire Nestlé Health Science, mais aussi avec le développement d'autres substances actives dans d'autres pathologies métaboliques, que ce soit l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle ou l'astéatose hépatique, avec un point central, une société qui a validé son business model et qui a validé son savoir-faire sur sa capacité à générer des nouvelles substances actives issues du végétal avec des preuves scientifiques, cliniques solides, une propriété intellectuelle et une capacité aussi à licencier ce type de développement. Donc pour le moment, vous êtes confiant sur le déroulement de ces essais aux dates que vous avez récemment indiquées? Complètement. Les études cliniques vont se dérouler avec des populations qui sont à risque de développer des pathologies. On n'est pas sur des gens extrêmement malades qui sont hospitalisés et qui pourraient effectivement, on peut avoir un rythme d'inclusion ralenti parce que les soignants sont focalisés beaucoup sur les patients atteints de Covid-19 et puis aussi sur les autres patients. Là, on est sur des populations à risque. On n'est pas forcément en lien directement avec les soignants. On travaille avec des centres d'investigation clinique, qu'ils soient privés ou publics. Et les centres d'investigation privés, ils ont leur propre central lab, leur propre capacité. Ils n'ont pas de vocation d'ailleurs avec de soins. Donc, a priori, on ne sera pas impacté, sauf en cas de reconfinement, où là, effectivement, on sera dans une autre situation. Oui, donc quand je vous écoute, il n'y a pas le risque qu'on peut peut-être parfois redouter de dépriorisation des autres projets de recherche qui ne sont pas Covid-19 au final. Là, pour nous, c'est pas le cas. Encore une fois, c'est pas le cas pour les demandes d'autorisation, puisque ça fonctionne normalement. Il y a des autorisations qui sont accélérées pour les essais Covid, mais les autres essais ne sont pas ralentis en termes d'autorisation. On n'est pas sur des populations vraiment malades. On n'est pas directement avec les soignants. On travaille aussi beaucoup avec le système privé. Donc non, on n'anticipe pas en tout cas, pas de retard pour le moment sur ces deux essais, quoi. Quel serait finalement le scénario idéal pour ces autres produits? J'imagine, ou peut-être pas d'ailleurs, le même type d'accord stratégique que vous avez avec Nestlé Health Science. D'ailleurs, dans vos discussions avec le géant suisse, on parle pour le moment de Totem 63, mais est-ce qu'on parle peut-être aussi de ces autres produits? Alors, c'est sûr que pour nous, Nestlé Health Science, c'est un partenaire stratégique sur le long terme. Donc, c'est bien évidemment qu'on présentera les autres produits, on peut en discuter. Après, la société a pour vocation à continuer cette démarche de partenariat. Il y a Nestlé Health Science et effectivement, pour nous, c'est un partenaire important. On a un fit qui est évident avec Nestlé. Après, on s'interdit pas non plus de pouvoir présenter ce qu'on fait à d'autres sociétés qui sont aussi intéressées. Et l'activité de business développement, elle s'est pas arrêtée, elle continue. Depuis qu'on a signé ce partenariat, effectivement, on a des demandes aussi. Puisque ça valide le business model, ça crée de l'intérêt aussi sur des sociétés qui ne s'intéressaient pas forcément à ce qu'on faisait avant. Là maintenant, réellement, il y a un intérêt. Et puis sur les sociétés avec qui on était en discussion, forcément, ça les intéresse encore plus. Donc, si je résume, 3 démarrages d'essais cliniques cette année et peut-être, qui sait, avant la fin de 2020, l'annonce d'autres accords, pourquoi pas? Avant la fin 2020, peut-être pas, mais en tout cas, continuer cet effort de business développement et continuer à démontrer que ce qu'on fait intéresse l'industrie de la santé. Oui, ça certainement. On a créé la société en 2014. On a toujours atteint les différents jalons avec des bases extrêmement solides. Totem 63, on avait priorisé un beau partenariat. Ce partenariat, la gestion, ça c'est important. Et puis ensuite, les autres produits, on va continuer à les développer, à les présenter et continuer bien évidemment à faire des deals.
Eh bien voilà, merci beaucoup Sébastien Pelletier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.